Ok. C'est bon. Je crois que là, on peut déjà lancer avec la simulation de notre schéma. Pour le faire, on va commencer par le circuit de puissance. Circuit de puissance, on a besoin de quoi? Hein? On a besoin de sectionneur, protection, ouais, hésite, c'est ça ici là, protection, on vient là, on va mettre ça en mode sectionneur porte visible, on est là, on va descendre, ok. Ah, je vais prendre plutôt le mode vertical, ok, je prends là comme ça. Et je le dépose là. On a besoin aussi de la source d'alimentation d'abord. Source. Alors, après le sectionneur, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? Contacteur, c'est ça? On peut mettre un deuxième sectionneur possible. On peut mettre un deuxième sectionneur. Et le deuxième là, je vais le mettre de manière verticale. Allez. Après, on a besoin de quoi? Contacteur. Le voici. Contacteur, contacteur. On vient ici rapidement. Alors, je prends le KM, je le mets là. C'est quel KM? Je vais mettre KM1. Le premier, c'est pas problème. Après, le contacteur, on a besoin de quoi? Relais thermique. Vous devez parler comme une seule personne. Après, on a besoin de quoi? Moteur. Le moteur là, c'est pas où? Oh. Ok. Non. Moteur. Ok. Quel type de moteur? Le moteur triphasé. Oui. Allez. On commence à faire les connexions. Je commence à voir mon œuvre. Que voici. Ensuite. 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 Et là, je vais relier ceci. Ceci. Ah, c'est le schéma du circuit de puissance que nous sommes en train de réaliser. Alors, circuit de puissance fini. On va engager le circuit de commande. À la commande, on a besoin de quoi? Relais thermique. Ouais, hésite, c'est ça ici. On va prendre le 95-96 du relais thermique. On va mettre F1 parce que à la puissance, c'est F1. Si jamais je mets F2, ça ne pourra jamais communiquer avec celui de la puissance. Donc je mets F1, je valide. Après, on a besoin de quoi? Bouton pour soi. Le voici. Bouton pour soi arrêt. S1, oui. Après, on a besoin de quoi? Bouton pour soi marche. Je le mets là. Ouais. Après, on a besoin de quoi? Contacteur. Contacteur auto-maintien. Contact auto-maintien. Ça me dit à 13-14. Je valide. Après, on a besoin de quoi?
Fin de course, on va aller à capteur. Capteur, c'est où là? Aidez-moi à trouver capteur. C'est ici. Capteur. Fin de course fermé, bien sûr. On peut le mettre ici. N'importe peu. Alors, on est à S1. On est à S2. On doit le mettre en S3. Alors, si je mets S2, ça va interagir avec S2. On va faire une simulation pour voir si jamais je mets S2 ou S1, qu'est-ce qui va se produire. Mais pour le moment, on va mettre S3. Je mets là. Je peux également le modifier parce que vous voyez, dans le schéma, c'est plutôt 21, 22 et non 11, 12. Mais on peut utiliser également la borne 11, 12. Mais s'il faut respecter ce qui est dans le schéma, on va mettre 21, 22. Je valide. Après, on a besoin de quoi? Contacteur. On a les 24 volts. 24 volts, 220 volts. On prend le 220 volts. Voilà. Après, on a besoin de quoi? Des voyants. Voyants ou lampes. Voyants, c'est où là? C'est ici. On va prendre. Est-ce qu'on prend le 24 volts? On va prendre le 220 volts. On met ici. On va encore prendre le 220 volts qu'on va mettre ici. Mais il y a un élément qu'on a omis de mettre, c'est contact. C'est où là? Contact. Contact, ça c'est ici. C'est KM1. KM1, on me met déjà 23, 24 parce que l'ordinateur est déjà intelligent. Puis c'est déjà voir que KM1 a déjà le premier contact 13, 14. Donc ce qui suit, c'est forcément le contact 23, 24. Et si jamais j'ajoute encore notre contact, il va mettre 43, 44, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lui, il est déjà intelligent comme ça. Alors, on a mis l'ensemble des éléments dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre montage. Voyons voir si on peut le câbler. On lance le câblage. Je vais prendre n'importe quelle phase. Hein. Ici. Je peux prendre L2, L1 ou L3, ça importe peu. Mais moi j'ai choisi de prendre L3. C'est venu comme ça au hasard, c'est pas... Alors je prends, je connecte ici. Ensuite, je le mets là. Je le mets là. C'est bon. Ensuite, le câblage devient facile pour moi. Ok. Ça et ça. Il faut toujours chercher un point d'accrochage avec schéma applique. On cherche toujours un point d'accrochage, toujours. Là c'est bon, ça pris. Je mets là. Là, je cherche son point d'accrochage avec celui-ci, c'est bon. Et ici, je vais chercher le point d'accrochage. Vous voyez, quand il est bien comme ça ne prend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je cherche le point d'accrochage. Et là, maintenant, je vais envoyer le neutre. Si il fait comme ça ne donne pas, ça veut dire que ce n'est pas le point d'accrochage. Là, c'est le point d'accrochage. Et voilà. Voilà déjà réalisé notre circuit de commande et notre circuit de puissance. Voyons voir si, en simulant, il va avoir un défaut. Alors, je viens ici. À la partie orange, la lampe qui est toujours en orange là, et vous verrez, c'est écrit simuler, je lance. Qu'est-ce que je constate? Je vois il y a le rouge et le neutre et le bleu. Question de dire, on a déjà L1, L2, L3 et le neutre. Donc nos phases et le neutre arrivent déjà. Alors lorsqu'il ferme le premier sectionneur porte-fusible, qu'est-ce qui se passe? Le premier voyant est éclairé. A priori, on peut définir que son rôle c'est à quoi? Allez, son rôle permet de dire s'il y a présence et tension. Donc chaque fois que je vais câbler, il va arriver au niveau de mon coffret.
ou alors je suis peut-être à la boîte de commande, ou alors à la guérite, je vois le voyant de mise sous tension allumé. Ça peut être rouge, ça peut être, mais souvent rouge d'habitude. Et le voyant de mise en marche est souvent vert. Donc lorsque j'arrive, je vois le voyant rouge allumé, ça veut dire qu'il y a présence tension. Et si jamais l'énergie est partie, j'arrive, je vois mon voyant éteint, ça veut dire qu'il y a absence de l'énergie. Ça peut également arriver que il y a bien et belle la tension ou la présence de l'énergie, mais mon voyant n'est pas allumé. Dans ce cas, c'est quoi le problème? Si jamais j'arrive, je constate que il y a bien l'énergie, mais mon voyant n'est pas allumé, c'est quoi le problème? Un problème de connexion, il est grillé. Je préfère qu'il est grillé. Parce qu'à la base, il fonctionnait, n'est-ce pas? Et un matin, on arrive, on constate justement que nos voyants ne donnent plus, il est éteint. Dans ce cas, il faut le remplacer. Si on est sûr qu'il y a présence de tension, dans ce cas, il faut le remplacer. C'est-à-dire que nos voyants est déjà endommagé. Alors, je ferme le deuxième sectionneur. Le deuxième sectionneur qui doit commander normalement la puissance. Ici, on a deux sectionneurs, un sectionneur de ligne, de tête, et un sectionneur pour la puissance. Alors, si je lance ici, je vais lancer. Alors, je vais lancer la simulation. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le moteur se met à tourner automatiquement. Et là, il y a quelque chose qui se produit. Le voyant s'est allumé, le voyant de mise en marche est allumé. Donc, quand je vais arriver sur mon coffret, je vois le voyant de mise en marche. Je n'ai même pas à me poser des questions, c'est que mon moteur, mon portail est déjà en marche. Soit mon portail est en train de s'ouvrir, soit mon portail est en train de se fermer. Dans ce cas, on a simulé uniquement un seul sens. Soit l'ouverture du portail, soit la fermeture du portail. Mais dans les jours à venir, on va simuler l'ensemble complet. Donc on va voir comment faire l'ouverture et la fermeture automatique. Alors, mon portail arrive à la fin de la fermeture ou de l'ouverture. Qu'est-ce qui se passe? On va buter sur le capteur. Le capteur fin de course que voici. Et automatiquement, à l'instant T, le moteur s'arrête. Le portail s'arrête à l'instant T. On peut également décider d'arrêter tout même de manière manuelle. Ça peut faire que bon, on n'a pas envie que le moteur arrive à la fin de l'ouverture ou de la fermeture. Peut-être il y a un flux de personnes qui arrivent, qui veulent passer. Et qu'est-ce qu'on fait? On va stopper. Et pour stopper, on va bloquer ici. Alors peut-être le portail va s'ouvrir soit à moitié, soit il va se fermer à moitié, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'on est après travailler dans un seul sens. Soit on va prendre l'hypothèse de l'ouverture, soit on va prendre l'hypothèse de la fermeture. Si c'est le cas de la fermeture, donc le portail va se fermer à moitié. C'est l'hypothèse de l'ouverture. Donc le portail va s'ouvrir de moitié. Donc voilà, on peut décider de rompre la marche ici. On peut encore décider, n'est-ce pas, de rompre notre marche. Cette fois-ci, en agissant sur le relais thermique que voici. Donc, le relais thermique a souvent un bouton test. Là en haut, vous voyez, c'est ce bouton. Lorsque j'actionne sur ce bouton-ci là, il doit couper automatiquement le montage. C'est le bouton test. On peut encore décider. Il peut arriver que
notre montagne est en train de s'ouvrir. Et au moment où il s'ouvre, où il se fait, il y a ce qu'on appelle la surcharge. On appelle le compteur. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va donc agir? Ce qui va agir, c'est plutôt maintenant notre relais thermique qui va agir. Et lorsqu'il agit, même si je viens agir ici, actionner ici là, rien ne peut se produire. C'est-à-dire, je viens actionner sur ce bouton test ici là, pour le remettre en marche, absolument rien ne peut se produire. Jusqu'à ce que notre relais thermique atteigne son temps normal, où les bilans vont se réétablir normalement et reprendre la position initiale. Et dans ce cas, lorsque la surcharge est passée, qu'est-ce qui se passe? Il revient comme ça, tout redevient à la normale. Mais tant que la surcharge existe encore, c'est-à-dire tant que mes bilans qui sont à l'intérieur sont encore déformés, on a dit déjà dès le premier cours que notre relais avait un système de bilan. Lorsqu'il y a surcharge, ces bilans se déforment. Et ça prend parfois un peu de temps pour pouvoir revenir à l'état normal, n'est-ce pas? C'est ce temps-là, tant que nos bilans ne sont pas encore revenus à la position initiale, même si tu viens appuyer sur le bouton test là, rien ne peut se produire, absolument rien. Il faut d'abord que le relais thermique, n'est-ce pas, revienne à la position normale, initiale, pour maintenant relancer un nouveau cycle. Ok? Donc voilà. Maintenant, voyons voir. Si jamais j'avais mis ici S2 et S2. Bon, d'abord la question que je vais vous poser, n'est-ce pas, en tant qu'ingénieur, futur ingénieur que vous êtes, en tant que futur ingénieur que vous êtes déjà, appelé à être, si jamais, n'est-ce pas, je mets S2 et S2, qu'est-ce qui va se produire? Si je mets S2 en haut, S2 en bas, qu'est-ce qui va se produire? Oui. Ils vont jouer le même rôle. Comment? Essaye un peu d'expliquer. Ah, voilà un thème. Rien ne va se passer. Qui d'autre? Rien ne va se passer. Voilà un thème. Qui d'autre peut nous expliquer à ses propres thèmes, à ses propres mots, qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais on met S2 et S2? Donc on met S2 en haut et S2 également en bas. Ouais, c'est tel que c'est là. Fermé ou ouvert. Qu'est-ce qui peut se passer si on met S2 et S2? Oui. Si on met S2 et S2, le S2, lorsqu'il va se fermer, le second va s'ouvrir. Voilà. Voilà déjà deux termes qui se rejoignent. C'est bon. C'est bon. En fait, c'est ça. Et notre montage ne pourra jamais fonctionner. Vous voyez? Parce que lorsqu'on va actionner ici pour mettre en marche, comme c'est un contact qui interagit avec celui du bas, c'est comme si on avait un point de course avec la position ouverte et la position fermée. Dès qu'on va actionner le bouton poussoir, n'est-ce pas, ça va ouvrir le contact fermé, va fermer son contact ouvert. Et comme le contact fermé est ici, ça a un lien étroit avec et direct avec notre contacteur qui commande notre moteur. Par conséquent, même par quelle alchimie, notre moteur ne va jamais fonctionner. On va faire une simulation. Voilà, je vais modifier. Je viens ici.
Allez, j'ai mis S2. Voilà. S2, 21, 22. C'est bon. Alors, on va lancer dans la simulation. Observez très bien ce qui va se passer. Je lance comme ça, je bloque comme ça. Je viens ici. Vous voyez? Au même moment que j'actionne ici, celui du bas s'ouvre. Au même moment, c'est-à-dire, lorsque je lâche, tout redevient normal. Et quand je vais actionner, au même moment, à l'instant T, ça ferme le haut et ça s'ouvre en bas. Je peux également décider de venir actionner ici en bas. Hein? Lorsque j'actionne ici en bas, c'est-à-dire, il s'ouvre et le haut se ferme. Voilà. Et par conséquent, notre montage ne va jamais fonctionner. On va croire que on a raté, tout simplement parce qu'on a utilisé les mêmes bornes, du même bouton pour soi ou du même soin de pause. Par contre, l'élément qu'on vient de faire ici, la simulation qu'on vient de faire ici, n'est-ce pas, va peut-être être un élément capital lorsqu'on va automatiser notre portail. De telle manière que le portail, lorsqu'il arrive peut-être à la fin, ça rentre automatiquement seul. Lorsqu'il arrive à la fin, il faudrait automatiquement que ça lance le deuxième sens de marge. Lorsqu'on va arriver, lorsqu'on va évoluer, on verra comment est-ce que ce système qu'on vient de faire maintenant est important à l'avenir. Pour le moment, ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça permet plutôt que le montage ne fonctionne pas. Donc, on va remettre tout en normal. On remet tout en normal. Voilà. On revient là. Pour remettre, pour changer, j'espère que vous voyez. La semaine prochaine, ceux qui auront les ordinateurs, il faudrait que vous soyez capables de pouvoir faire exactement la même chose. Exactement. Alors pour changer, je viens ici, je clique sur l'élément à changer. Et là, je reviens à la position S3. Je vais mettre là 21, 22. 21, 22. Ah ben, ça refuse le 21, 22. C'est qu'il y a ça va pris le 21, 22. Pas grave. Ça prend plutôt le 23. On va prendre le 23. On va prendre plutôt le 11, 12. Attends, ce sont les caprices de l'ordinateur. L'ordinateur, c'est caprice. Parfois, on cède à ça. Il faut savoir que le contact 11, 12 représente pour nous le contact 21, 22. Donc voilà. Et là, maintenant, on peut relancer. On peut relancer. On peut relancer. Ici également, il y a possibilité d'inverser le sens de rotation du moteur. Pour le moment, notre moteur tourne dans quel sens? Le sens des aiguilles suivant. Ça peut arriver, n'est-ce pas, qu'on ait envie d'inverser le sens de rotation. On va faire une simulation. Là, lorsqu'on va arriver au démarrage, permettant d'inverser le sens de rotation, on fera mieux outiller. Alors, je viens ici. Pour inverser le sens de rotation de mon moteur, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est facile, c'est simple, n'est-ce pas? Je vais modifier ça là. Je vais d'abord enlever ça. Je viens là. Je viens ici. Je viens effacer la sélection. Voilà, je vais effacer l'autre sélection ici. Voilà. Je viens ici, éditer, effacer la sélection. Si quelqu'un clique sur effacer le schéma, ça veut dire que lui-même il a envie de tout recommencer à zéro. N'est-ce pas? Mais c'est pas ce que nous on veut. Pardon. Ce qu'on veut, c'est inverser juste le sens de rotation. Et pour le faire, on inverse juste l'une des trois phases. Voilà. Tu arrives au quartier, tu veux faire un dépannage. Mon moteur tourne dans le mauvais sens. Tourne à l'envers, comme on le dit souvent. Tu dis ok, c'est pas grave. On t'appelle. Tu as maxi 1 minute. Tu as fini d'inverser le sens de rotation de ton moteur. Et quand tu sors, on applaudit, on dit waouh, le gars là est fort, il est puissant. Oui, tu es puissant parce que justement tu as maîtrisé la maîtrise de l'inversion de sens de rotation. C'est ça.
Alors, moi, maintenant, essayer un peu de lancer. On lance et on va simuler. Vous voyez, même le son du mouvement de notre ordinateur a changé. Le sens maintenant de déviation de notre moteur à travers la flèche a aussi changé. N'est-ce pas, mon doigt? J'essaie. Donc, là, quelqu'un qui est attentif, même à travers le son de notre ordinateur, quelqu'un qui a l'œil, n'est-ce pas, peut également remarquer que ici, la flèche est quittée du sens des aiguilles du monde au sens contraire des aiguilles du monde. Donc voilà comment est-ce qu'on inverse notre sens de rotation des moteurs. Et là, c'est tous les moteurs qui passaient. N'allez pas le faire pour les moteurs monophasés. Si quelqu'un le fait pour le moteur monophasé, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris, rien à rien. Ok? Il faut le faire uniquement pour les moteurs triphasés. Les moteurs triphasés, pour inverser le sens de rotation, on inverse juste l'une des deux phases. Opération très facile et trop simple. Tandis que les moteurs monophasés, là-bas encore c'est une autre phase. On aura le temps, au moment venu, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'on peut inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé.